Comment l'industrie pharmaceutique a mis la main sur le business de la santé? Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, impactants et disruptifs qui vont construire le monde de demain. Commençons. Tout d'abord, ce que je vais vous partager ici, c'est suite à la lecture il y a quelques années d'un livre de Thierry Delestrade, qui est l'auteur du livre qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie ». Et dans ce livre, qui parle de jeûne évidemment, il commence par nous écrire que cette pratique n'est pas nouvelle. Et donc il s'intéresse au cas des États-Unis pour nous décrire le contexte en fait dans lequel le jeûne a émergé et a décliné. Donc on est avant le 19e siècle, ou mi-19e siècle, avant mi-19e siècle, donc avant 1850. L'époque pour ceux qui ont connu, Dr Quinn, femme médecin, la petite maison dans la prairie, on essaye de s'imaginer l'époque où les médecins en fait se déplaçaient de domicile en domicile, les interventions n'étaient pas forcément toujours de tout repos, ils intervenaient essentiellement pour des sujets peut-être assez graves, et les traitements étaient assez, on va dire, forts, chimiques, toxiques, et on peut largement s'imaginer le médecin au chevet du patient, le patient sur le lit, qui est en train de souffrir, et sa famille écoutant derrière la porte, se demandant s'il va survivre. Et en fait, c'était vraiment une époque où, dans l'inconscient collectif, c'était normal et qu'il fallait souffrir pour guérir. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que milieu du 19e siècle viennent émerger, en fait, de nouvelles pratiques thérapeutiques, comme, par exemple, la chiropraxie. Et en fait, ces nouvelles pratiques étaient vraiment innovantes dans la mesure où elles ne faisaient appel à aucun produit chimique et c'était uniquement des médecines manuelles. Elles ont émergé et ont fait un carton et elles se sont répandues un peu partout dans les États-Unis. Et en fait, la raison du carton, c'est que par rapport à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est que c'était beaucoup, beaucoup moins douloureux que ce qui existait déjà et c'était tout aussi efficace et préventif. Et c'est dans ce contexte-là que le jeûne a commencé aussi à émerger, à cartonner aussi évidemment parce que, un, ça avait des résultats, de très bons résultats, mais deux, c'est aussi parce que, encore pire que la chiropraxie, c'est qu'il n'y avait plus besoin de médecin. On faisait ça tout seul et surtout, on laissait le corps s'auto-guérir. Et donc, on a ce type de pratique, et notamment ces deux principales pratiques qui se diffusent partout dans les États-Unis à une vitesse incroyable, et petit à petit, ou voire très rapidement, les médecins sont de plus en plus délaissés, de moins en moins sollicités, et perdent de plus en plus leur crédibilité. Et du coup, la conséquence directe de tout ça, c'est que la petite industrie pharma de l'époque perd du marché, car les médecins, évidemment, leur achètent moins de produits. Et la deuxième conséquence, c'est que l'industrie financière se porte moins bien aussi, car du coup, ils investissent moins dans ces marchés que représentait en fait l'industrie pharmaceutique. Et donc, on a trois acteurs, l'industrie pharmaceutique, l'industrie financière et les médecins, qui se retrouvent directement touchés par l'émergence de ces nouvelles pratiques thérapeutiques. Et donc, ils décident d'un commun accord, mais probablement à l'initiative de l'industrie pharmaceutique, de s'allier ensemble pour contrer ces nouvelles pratiques. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que partis comme ça, c'est mort, ils vont jamais s'en sortir. Et donc, voilà le deal qui est proposé par l'industrie pharmaceutique, et en fait, qui à la base part du constat suivant. Vous, les médecins, aujourd'hui, vous n'avez plus la cote, vos patients ne souhaitent plus faire appel à vos services, car c'est trop douloureux et pas plus efficace que ces nouvelles pratiques, et cette raison-là est la raison pour laquelle on est tous dans la merde. Et donc, l'industrie pharma se dit, nous, industrie pharma, on va créer des classements nationaux des meilleures formations en médecine. On va payer de notre poche pour tout organiser. Et on va prendre les critères qui vont faire en sorte que les écoles de médecine arrivent en tête des classements et que toutes ces nouvelles écoles de chiropraxie arrivent en dernier. Et du coup, on va influencer les croyances en diffusant tous ces classements dans tous les journaux, dans toutes les écoles. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pour augmenter encore un peu plus votre crédibilité aux yeux de l'opinion publique et aux yeux des futurs étudiants en médecine, parce qu'on aura besoin de beaucoup plus de médecins par rapport à ce plan, on va augmenter la durée des études de 3 à 5 ans.
Et en fait, une formation de 5 ans aura beaucoup plus de valeur que la petite formation de ces chiropracteurs. Et en fait, pour augmenter encore plus cette crédibilité, ils décident de spécialiser les médecins. Donc vous, les médecins, vous serez des spécialistes d'une partie du corps ou d'un type de maladie. Et en fait, cette spécialisation et cette augmentation des études va augmenter votre valeur perçue auprès du patient. Nous, industrie pharmaceutique, on va diversifier nos médicaments pour qu'ils répondent à vos nouvelles spécialisations. Et chaque médicament s'occupera d'un type de maladie ou d'une partie du corps. Et donc, on va sponsoriser des études pour démontrer le bienfait de tel médicament et diffuser les résultats dans toutes les revues spécialisées, de tous les médias, les revues généralistes, pour encore une fois influencer les croyances. Mais ne vous inquiétez pas, vos études ne vous coûteront pas plus cher, on va sponsoriser tout ça. En fait, on va vous former à cette nouvelle génération de médicaments qui sera plus efficace et moins douloureuse, et ce qui sera prouvé par toutes les études. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent main dans la main et l'industrie pharma forme ces médecins à ces nouveaux médicaments et les forme concrètement à prescrire ces médicaments et font de ces médecins leurs nouveaux salariés. Et la différence, c'est qu'ils seront extrêmement bien payés car les clients reviendront mécaniquement, mais ils seront aussi extrêmement mieux considérés. Et vous, les banquiers, donc l'industrie pharma s'adresse aux banquiers, ne vous inquiétez pas, grâce à ce plan, vous aurez de nouvelles opportunités pour investir sur de nouveaux marchés très juteux. Et donc c'est comme ça que la guerre éclate entre ces nouvelles pratiques et ces 3 nouveaux acteurs. Et cette guerre a été déclarée en mi-19e siècle aux États-Unis. Et 150 ans plus tard, on se demande qui a gagné la guerre. Je crois que c'est assez clair, l'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi grande et puissante qu'aujourd'hui. Les médecins sont littéralement devenus des petits soldats, des petits salariés de cette industrie. Ils ont complètement perdu cette posture d'accompagnant holistique où ils s'occupaient de l'individu sur plusieurs plans. Et les médecines douces ont plutôt du mal à se répandre car ils sont attaqués sur leur crédibilité. Et la médecine occidentale semble toujours aussi dominante car on a toujours ces preuves, ces études scientifiques. Et presque aujourd'hui, parler de certaines médecines douces peut faire de nous des gens assez perchés. Et la raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est qu'il faut tirer des leçons de cette histoire qui est décrite dans ce bouquin. Premièrement, il faut se méfier des classements ou de tous ces documents qui visent à comparer telle ou telle chose, car ça paraît un peu anodin, mais ils ont toujours et souvent un intérêt caché derrière, et ils sont souvent sponsorisés directement ou indirectement pour biaiser notre perception de ce qui se passe réellement. Et en fait, plus généralement, toutes les organisations, de toute façon, qui se fédèrent autour d'un métier ou d'une communauté, elles vont toujours avoir un intérêt à défendre leurs intérêts, justement. Et en fait, c'est une réaction naturelle de survie et de croissance. Parce qu'une communauté, elle ne veut pas disparaître. Et donc certains vont appeler ça du lobbying, d'autres vont appeler ça un élan de vie. Et en fait, quand on creuse un peu plus loin, il faut bien se rendre compte de toutes ces institutions, de tous ces comités qui décident que telle ou telle chose est bonne. Et dans ce cas-là, que telle ou telle pratique est bonne. Et par exemple, en France, celle-ci sera remboursée par la Sécu et celle-ci, c'est du pur charlatanisme, non. Et en fait, ces comités, ils sont vraiment pas mis en place par hasard, c'est ça qu'il faut comprendre, mais sous couvert de beaucoup de choses assez bienveillantes, de votre protection, de votre santé, etc. Et dans le cas des Français, quand je parlais de rembourser par la Sécu, c'est un peu délicat d'en parler parce que le système français est vanté un peu partout dans le monde. C'est un très bon système, mais l'industrie pharma n'y est pas pour rien. Et quand on voit ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a pu faire dans le pays comme les États-Unis, faut pas s'inquiéter pour elle. Je pense qu'elle a bien influencé les décisions politiques en sa faveur. Donc certains crieront au complot par rapport à ce que je suis en train de dire. Et moi, c'est ok, je m'en fiche. Mais ici, je m'adresse aux personnes qui arrivent à ressentir ce qui se joue derrière le discours mainstream médiatique et qu'on n'arrive pas dans une société aussi malade dans tous les sens du terme, juste comme ça par hasard. Voilà, c'est la fin de ce podcast.
Et si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est probablement que tu as une sensibilité à devenir un leader conscient, impactant et disruptif. Et il va falloir sortir de la moralisation médiatique et mettre un peu de conscience dans ces sujets-là. Donc n'hésite pas à enrichir ce sujet et commenter ci-dessous avec courtoisie. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.